Chers collègues, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains pour 8 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Sénat achève aujourd'hui une séquence législative qui s'est ouverte il y a un peu plus de 2 ans à l'occasion des Assises nationales de la mobilité. 400 réunions de travail, 60 réunions publiques, 2000 propositions, 200 cahiers d'acteurs. Nous ne pouvons pas dire que ce texte n'a pas été rédigé dans la concertation. Malgré cela, face aux mouvements sociaux que notre pays a traversés, ce projet de loi a été édulcoré par le Gouvernement, notamment sur la création des péages urbains, et c'était, monsieur le ministre, une sage décision. Mais pourquoi revenir sur cet épisode désormais lointain ? Parce que ce revirement est symptomatique de la méconnaissance dont font preuve certains sachants, qu'ils soient conseillers ou hauts fonctionnaires. Ce sont souvent les mêmes à l'endroit de la vie quotidienne des Français, mais aussi de leur état d'esprit. Nous en avons tous ici bon nombre d'exemples dans nos actions quotidiennes, et cela, quelles que soient les thématiques et quelles que soient les sensibilités. Or, cette méconnaissance, mes chers collègues, est le ferment de la défiance de nos concitoyens à l'endroit de l'action publique. Monsieur le ministre, quand une mesure ne passe pas dans l'opinion, que ce soit la hausse de la TICPE ou que j'avais moi-même dénoncé lors d'une QAG, mais aussi bon nombre de mes collègues sénateurs, il y a 2 ans déjà, ou la création de ces péages urbains, pour ne prendre que cet exemple, il faut cesser de se conforter en disant, par exemple, que la mesure n'a pas été expliquée, qu'il y a eu un malentendu, ou encore qu'avec un peu plus de pédagogie, les Français l'accepteront. La mobilité des Français est en crise. Que cela soit en zone rurale ou en zone périurbaine, la mobilité quotidienne des Français est devenue problématique pour 2 raisons. D'abord, du fait du coût du déplacement avec des carburants de plus en plus chers, et ensuite du fait d'un aménagement du territoire parfois défaillant qui éloigne chaque jour un peu plus les zones résidentielles des zones productives, les zones d'emploi ou des zones de scolarisation. Cette question ne se posait pas dans les mêmes termes il y a encore une quinzaine d'années, et par ce fait, le législateur est apparu un peu débordé. Aujourd'hui, et c'est une lacune du projet de loi qui a été soulignée au Sénat lors de la première lecture, peut-être parce que nous sommes plus sensibles à l'impact territorial d'un texte, mais ce projet de loi n'admet qu'un seul postulat: comment favoriser la mobilité, et cela au détriment de la sédentarité. En ce qui me concerne, je ne suis pas le seul. Je crois qu'on ne peut plus parler de mobilité dans une époque de raréfaction des matières premières, de crise écologique ou de crise énergétique, sans parler de migration pendulaire ou de volume des déplacements journaliers des personnes, car c'est très exactement le point cardinal de la problématique de la mobilité. Malgré cette lacune et malgré certaines divergences d'appréciation sur telle ou telle mesure, le Sénat s'est montré très constructif dans l'instruction de ce projet de loi. Je voudrais ici rappeler le nouveau partage de la compétence de mobilité à l'article 1, l'intégration en droit français de la nouvelle réglementation européenne sur l'ouverture des données de mobilité dans l'article 9, la constitution des services multimodaux de vente de services de transport à l'article 11, la possibilité de donner aux autorités organisatrices la possibilité de réguler les nouveaux services de mobilité à l'article 18, ou encore la création d'un forfait mobilité durable à l'article 26. Et il s'agit là de quelques-unes des mesures structurantes du projet de loi. Monsieur le ministre, parce que nous n'avons pas d'a priori et parce que ces mesures ne représentaient pas pour nous de casus belli, nous avons toujours essayé d'améliorer ces dispositions. Mais alors, quels étaient les points de blocage ? Il y en avait néanmoins quelques-uns. La charte sociale pour les plateformes de mise en relation prévue à l'article 20. Les sénateurs, dans leur très grande majorité, ont rejeté cette charte optionnelle qui ne résoudra pas la question de l'ubérisation des relations sociales. Les députés sont revenus sur cette suppression. Mon collègue rapporteur l'a dit tout à l'heure, les 80 km/h ensuite. Là encore, le Sénat a très largement signifié au gouvernement la légèreté de sa décision unilatérale de porter la vitesse maximale à 80 km/h sur le réseau secondaire. Dans ce cas précis, les députés ont supprimé la possibilité laissée au préfet de déroger à la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales. Seuls les présidents de conseils départementaux et les maires auront la faculté de baisser la vitesse sur les routes secondaires. Et l'on voit à quel point le piège s'est retourné sur les présidents de conseils départementaux. Dernier point que je voudrais soulever, vous avez compris
que cette liste n'était pas exhaustive, l'attribution d'une partie du produit de la TICPE au financement des services de mobilité dans les territoires peu denses, votée par le Sénat. Vous le savez, la mesure n'a pas été conservée et c'est un autre point de désaccord avec le gouvernement et sa majorité. Mais permettez-moi, qu'il s'agit de fiscalité verte, de vous faire part de ma grande inquiétude. Notre commission a auditionné il y a quelques jours le président suppléant du Conseil des prélèvements obligatoires. En 2018, le gouvernement a prélevé 87 milliards d'euros de fiscalité verte. 87 milliards d'euros, ce qui représente 3,73% du PIB. Pendant ce temps, le Royaume-Uni prélève 2,4% du PIB, l'Espagne 1,8% du PIB, l'Allemagne 1,8% du PIB. Ça veut dire qu'en France, nous prélevons 2 fois plus que l'Espagne ou l'Allemagne et 55% fois plus élevé que le Royaume-Uni, alors que cette fiscalité verte ne sert pas à la transition énergétique, mais à alimenter le budget général. Alors, attention danger, Monsieur le ministre, car on entend dire que vous voulez reprendre cette hausse à partir de 2020 après la pause de 2019. Nous avons eu les gilets jaunes pendant 1 an. Méfions-nous de ne pas avoir les gilets jaunes, les bonnets rouges et pourquoi pas les pantalons bleus. Monsieur le ministre, la réussite d'une politique en faveur des mobilités tient largement à la question de son financement. Le rapporteur Didier Mandelli a l'occasion de le dire à Madame Borne, ministre de l'époque, dès le départ de la discussion. Depuis quelques années, on pourrait faire remonter cela au rapport de la mobilité 21 de 2013. La gestion des infrastructures françaises a pris un virage notable. Nous sommes progressivement passés d'une logique de développement du réseau national à une logique de la préservation de l'existant. Ce changement de paradigme n'est que la conséquence malheureuse de plusieurs décennies d'atermoiement. Nous payons aujourd'hui encore un sous-investissement chronique dans l'entretien des infrastructures existantes qui nous condamne désormais à une certaine frugalité. Aussi, comme l'immense majorité de mes collègues de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, je regrette que l'examen de ce projet de loi, mais surtout que cette séquence politique de plus de 2 ans, qui va s'achever dans quelques jours, n'ait pas été l'occasion d'un éclaircissement sur le financement futur et stable de nos infrastructures. Le Sénat et son rapporteur Didier Mandelli, avec les limites qui leur sont imposées par la LOLF, ont bien essayé de trouver les parades ou au moins de vous mettre sur la voie, mais ce fut sans résultat. Sur le financement, le Gouvernement ne s'est jamais montré rassurant depuis que nous avons commencé l'examen de ce texte et j'ai peine à croire que cela puisse changer en la faveur d'une nouvelle lecture. Pour cette raison, il est à craindre que cet examen, s'il devait avoir lieu, emprunte une voie sans issue. Merci, cher collègue.